donc ravie d'accueillir Éric Roussel. Éric Roussel est quelqu'un qui a fait des études littéraires et puis qui est devenu docteur en droit, qui est critique littéraire au journal Le Monde, au Figaro, et qui a écrit beaucoup de biographies. Sa spécialité, c'est de travailler sur l'histoire contemporaine et de rédiger donc de nombreuses biographies. Des biographies sur le général de Gaulle, sur Jean Monnet, sur Georges Pompidou, sur François Mitterrand, sur Pierre Brossolette, dont nous allons parler ce soir. Il a été également président de l'Institut Mendès France, qui était situé juste à côté d'ici, et il a été, je dirais, récompensé de très nombreux prix littéraires, et l'ensemble de son œuvre a été couronné en 2007 par l'Académie des sciences morales et politiques. Donc, si nous nous promenons en France, nous pouvons observer que peut-être à peu près 500 rues portent le nom, enfin vous me direz si je me trompe, mais à peu près 500 rues portent le nom de Pierre Brossolette, dont une rue Pierre Brossolette dans le 5e arrondissement, une école élémentaire, un passage, Monsieur Roussel va vous en parler, au collège Sévigné, qui est un collège donc situé rue Pierre-Nicole dans le 5e arrondissement. Donc beaucoup de raisons pour parler de cet homme, cet intellectuel extrêmement brillant, qui a participé à la France libre aux côtés du général de Gaulle. Donc merci de nous faire partager votre travail. Je vous laisse la parole. Merci madame de ce que vous avez bien voulu dire sur moi. Et puis merci d'avoir pris l'initiative d'organiser cette conférence. Il existe en effet des liens évidents entre le 5e arrondissement et Pierre Brossolette. Vous avez résumé, je n'insiste pas. Il y en a aussi un autre depuis 2015, en ce sens que Pierre Brossolette, heureusement, repose maintenant au Panthéon, donc tout près d'ici. Alors, la destinée, peut-être commencer par là, la destinée posthume de Pierre Brossolette est quelque chose d'assez curieux. Peut-être certains d'entre vous s'en souviennent-ils, après la guerre, le nom de Pierre Brossolette, comme en témoigne le nombre de rues d'ailleurs qui portent son nom, le nom de Pierre Brossolette était extrêmement connu, à telle enseigne qu'il incarnait et qui symbolisait vraiment la résistance. Et puis, au fil des années, il faut dire que la mémoire de Pierre Brossolette s'est estompée, et au fond, à mesure qu'elle est entrée, il faut bien dire, en rivalité avec celle de Jean Moulin. À partir du moment où Jean Moulin, au début des années 60, a été panthéonisé, on a choisi, au fond, de faire de lui le symbole de la résistance intérieure. Le nom de Pierre Brossolette, avec lequel il y avait eu beaucoup de différends, je reviendrai, s'est trouvé un petit peu estompé. Et puis, heureusement, sans que, enfin moi en tout cas, qu'il y ait dans mon esprit la moindre idée de contester les mérités absolument éclatants de Jean Moulin, il y a eu une sorte de mouvement inverse qui a fait que l'on a redécouvert, à juste raison à mon avis, la personnalité et le rôle de Pierre Brossolette. C'est un personnage, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que c'est ce qui explique au fond le caractère, enfin ce qui est arrivé à sa mémoire après sa mort héroïque en 1944. C'est un personnage au fond atypique.
il est, en un sens typique de la Troisième République, tout son parcours, toute son histoire familiale le rattache à la Troisième République. Il est issu d'une famille, d'une lignée de paysans qui est fixée depuis très longtemps dans un village qui s'appelle la Loge-Borgne, qui se situe du côté de Troyes, aux confins de la Bourgogne et dans l'Aube. Et donc, il est issu de cette lignée, et son père, Léon Brossolette, était un enseignant qui est devenu inspecteur de l'éducation nationale. Je ne sais plus si c'est peut-être pas le titre exact à l'époque. Enfin, en tout cas, le père de Pierre Brossolette était déjà, son itinéraire était déjà très représentatif d'un cursus typique de la Troisième République. Léon Brossolette était radical socialiste, c'était un esprit très... Je ne sais pas, il y a une sorte d'écho tout d'un coup, je ne sais pas ce qui se passe pour moi. Non, je ne sais pas ce qu'il... Bon, vous m'entendez? Oui, c'est peut-être parce que je parle trop... Voilà. Oui, je disais que Léon Brossolette, le père donc, de Pierre Brossolette, était un personnage très représentatif de la Troisième République par sa personnalité, par son itinéraire, puisque c'est lui, au fond, qui avait fait faire à la famille ce saut social, si je puis dire. C'était un homme qui était très, très laïque. Il a écrit des livres d'histoire qui étaient très répandus et qui pendant longtemps ont eu une certaine autorité et qui témoignent à la fois de son sens de la continuité de l'histoire de France et aussi d'un engagement laïque marqué, mais en même temps, c'était quelqu'un qui était très, très laïque à la manière dont on pouvait l'être sous la Troisième République, mais qui en même temps, quand on regarde ses références plus précisément, on voit que c'était un homme qui était partisan d'un laïcisme, j'allais dire, ouvert, puisque une chose de très frappante, c'est qu'il se réclame explicitement de Waldeck-Rousseau. Waldeck-Rousseau, c'est celui qui a amorcé le processus de séparation des églises et de l'État avant que Combes arrive, et Waldeck-Rousseau, s'il n'avait pas été atteint par la maladie, aurait souhaité que cette séparation se fasse au fond sans tous les drames qu'on a connus après, que tout le monde connaît, et toutes les déchirures. Et donc, je dis ça parce que je crois que ça explique dans une certaine mesure aussi la personnalité de Pierre Brossolette. Alors donc, il naît dans ce milieu typique encore une fois, de la Troisième République, et c'est quelqu'un qui manifeste très jeune des dons intellectuels absolument éclatants. Il perd sa mère assez jeune, donc il grandit dans un milieu, dans un foyer un peu triste finalement, avec ce père qui est veuf et entouré de deux sœurs qui veillent sur lui et qui le dégagent de toute, dégage de toute considération, semble-t-il, matérielle lorsqu'il était jeune. Et donc il peut se consacrer uniquement à son travail, et il manifeste donc ses dons éclatants, d'abord en passant le concours de l'école normale supérieure, dont il va sortir classique, c'est-à-dire major, enfin pas premier, et il se dirige vers l'agrégation d'histoire. Et donc il passe l'agrégation d'histoire, et là, c'est donc un garçon extrêmement brillant, mais c'est aussi quelqu'un qui manifeste très tôt son indépendance d'esprit. Il apparaît assez incontrôlable, et il va le manifester le jour où il passe le concours d'agrégation d'histoire. On lui demande de traiter à l'oral un sujet qui peut paraître un peu austère, les abbayes carolingiennes sous Louis le Pieux. Donc, il réfléchit, et puis à la surprise générale, il déclare devant le jury qu'il a été, comme on le sait, le classique de l'école normale supérieure, qu'il a bien réfléchi, qu'il est absolument impossible de traiter ce sujet en 7 minutes. Alors le président du jury, évidemment, écume de rage. Les autres, heureusement, les autres membres du jury
plus compréhensif, peut-être un peu amusé, ce qui va le sauver quand même. Mais enfin, ça lui vaut la première place. Il ne sera que second, et la première place reviendra à quelqu'un qui fera aussi parler de lui, notamment pendant la guerre, qui était Georges Bidault. Et donc, voilà donc Pierre Brossolette, qui est à la fois normalien, agrégé d'histoire. Mais contrairement à ce qu'on aurait pu penser et à ce que pouvait induire une certaine tradition familiale, il ne se tourne pas vers l'enseignement. Au fond, c'est quelqu'un, et ça aussi, c'est un homme brillant, c'est un homme indépendant, et c'est un homme qui est tourné vers l'action. Et il va le manifester, au fond, en abandonnant la carrière universitaire qui s'offrait devant lui. Il est probable que s'il avait tant donné son cursus, même s'il avait manifesté une certaine indépendance lors de ce concours, il aurait fini professeur à la Sorbonne, au moins. Et à la surprise générale, il va se tourner vers le journalisme, ce qui était quelque chose finalement sans doute un peu inquiétant pour son entourage. Et alors il se marie aussi, assez jeune. Il a bientôt deux enfants, un fils et une fille. Et donc il se tourne vers la carrière de journaliste. Et à l'époque, le paysage, le paysage journalistique de l'entre-deux-guerres est bien différent de celui d'aujourd'hui, en ce sens qu'il y a énormément, il y a encore à Paris énormément de journaux, énormément de titres, et très souvent les journalistes sont obligés d'aller de l'un à l'autre, de collaborer avec plusieurs journaux, et c'est ce que va faire Pierre Brossolette. Alors son engagement, il a déjà un engagement politique marqué, et il suit au départ la tradition familiale, puisqu'il est inscrit au Parti radical et radical socialiste, qui était le grand parti au fond de gouvernement, le grand parti dominant de la Troisième République. Et donc il collabore à un certain nombre de journaux, et il se spécialise dans les problèmes de politique étrangère. Et c'est une spécialité où il va bientôt acquérir une très grande autorité dans les différents journaux où il écrit. Il écrit plutôt dans des journaux marqués à gauche, mais enfin il lui arrive aussi, pour des raisons un peu alimentaires, d'écrire dans les journaux qui ont un engagement remarqué. C'est un journal, notamment, m'a frappé, un journal qui s'appelait Excelsior, qui était en fait un journal d'information, enfin qui était même plutôt un peu centre-droit. Donc il se spécialise dans ces problèmes-là, et tous les articles qu'il écrit témoignent qu'il adhère au fond à ce qui est le grand espoir de toute sa génération après la Grande Guerre. C'est-à-dire, et on l'oublie souvent, la France d'après la Grande Guerre était profondément pacifiste. Ça peut se comprendre étant donné le choc qu'elle représentait la Première Guerre mondiale. Il y a eu un mouvement dont on ne mesure peut-être plus aujourd'hui l'ampleur et la profondeur, et qui a affecté à peu près toutes les familles politiques, d'une façon différente, mais enfin à peu près toutes, à l'exception de quelques-unes, et principalement, il faut le dire, aussi la gauche. Et donc c'était la famille à la fois politique et philosophique de Pierre Brossolette, et au fond son grand espoir, c'était de voir un ordre international enfin émerger et empêcher le renouvellement de ce qui s'était passé de 1914 à 1918, c'est-à-dire l'embrasement de l'Europe. D'où l'espoir qu'il a mis au départ dans la création de la Société des Nations, dont on sourit aujourd'hui, parce que du moins c'est une institution qui était bien intentionnée, mais qui n'avait pas de pouvoir, qui n'avait aucun pouvoir contraignant, donc évidemment et puis qui a été affaiblie dès le départ, par le fait que les États-Unis s'en sont dégagés, enfin n'avaient pas puis surtout elle n'avait aucun pouvoir contraignant. Mais enfin, il n'empêche que pour la première fois, les représentants de beaucoup de pays se retrouvaient dans un esprit qui n'était plus ni l'esprit guerrier autrefois, ni même ça allait au-delà de ce qu'on appelait au fond le concert européen du XIXe siècle. C'était quand même les premiers
mouvement de coopération internationale. Et donc ça, encore une fois, ça a été le grand espoir de Pierre Brossolette. Et pendant toutes les années 20, le début des années 30, il persiste dans ce pacifisme qui, encore une fois, a été partagé par beaucoup de gens. Mais donc naturellement, il est violemment antifasciste lorsque cette expérience commence à se réaliser en Italie. Et il est également l'un des premiers aussi à mettre en lumière le danger que représente le national-socialisme lorsqu'il commence à émerger en Allemagne. Mais ce qui le distingue aussi, parce que ça c'est beaucoup plus rare, ce qui le distingue, c'est que bien qu'étant un homme de gauche, et d'ailleurs entre-temps il n'est pas resté très longtemps au Parti radical, il a adhéré assez vite à la SFIO, le Parti socialiste de l'époque, et surtout par admiration pour Léon Blum. C'était vraiment il aura d'ailleurs, on verra, une relation particulièrement étroite avec Léon Blum. Et assez vite, il va devenir d'ailleurs le chroniqueur très écouté de politique étrangère et populaire, qui était l'organe de la SFIO. Et quand on relit ces articles de l'époque, on s'aperçoit qu'il a été non seulement lucide sur le fascisme et puis l'émergence du nazisme, mais également, ce qui n'avait pas de choix dans sa famille politique, sur l'autre totalitarisme, c'est-à-dire le communisme soviétique. Et c'est très frappant de voir, quand on relit aujourd'hui les articles qu'il a écrits au début des années 30 sur l'Union soviétique, où il n'était jamais allé. Tout le raisonnement de Pierre Brossolette reposait sur une analyse très intelligente et très fine du système, dont il soulignait d'abord le caractère inhumain, parce que ça l'avait beaucoup frappé, et puis surtout l'aberration. Il y a un article dans lequel il démontre extrêmement bien, et encore une fois c'était tout de même très rare à l'époque, que ce système est non seulement injustifiable d'un point de vue dire aujourd'hui des droits de l'homme, mais qu'il est absolument inefficace d'un point de vue économique et qui ne peut déboucher que sur une paupérisation générale. Et donc c'est quelque chose qui, dès le début, un trait qui le distingue dès le début des années 30 au sein de sa famille politique. Parce qu'il y avait beaucoup de gens, et c'est un phénomène qui va se poursuivre, qui persistaient à penser que l'Union soviétique représentait un espoir. Et ça, on le sait très bien, même c'est quelque chose qui a perduré, il faut bien dire, même au-delà après 1945, puisque ça était renforcé par le fait que l'Union soviétique a pris une part déterminante à la guerre, et donc ça lui a donné évidemment une sorte de surcroît d'activité. Donc Pierre Brossolette est à la fois, reste un homme de gauche, il est donc très critique à la fois vis-à-vis de ces deux totalitarismes, et très critique aussi, alors c'est ça qui caractérise son évolution et qui prépare son parcours pendant la guerre, très critique aussi vis-à-vis de la politique étrangère française, qui trouve beaucoup trop timorée et beaucoup trop conciliante vis-à-vis du national-socialisme. À telle enseigne d'ailleurs que malgré les réserves qu'il fait sur les réserves très fortes qu'il nourrit à l'égard de l'Union soviétique, il est tout à fait partisan d'une sorte d'alliance de revers, au fond dans la tradition de la monarchie française, avec l'Union soviétique, contre le danger que représente pour lui Hitler. Et il ne cesse dans tous ses articles, principalement dans le Populaire, mais enfin aussi dans d'autres journaux, de soutenir ce point de vue. Ce qui ne lui vaut pas que des amis, et ce qui lui vaut surtout de rompre
avec certains de ceux qui avaient été ses camarades de jeunesse et qui avaient partagé cet idéal pacifiste. Et c'est à ce moment-là qu'il rompt, notamment avec un personnage qui va avoir un tout autre destin, un destin très sombre, très tragique, et qui était Jean Luchaire. Jean Luchaire a été dérivé, qui était parti un peu du même horizon. C'était également un journaliste. Il avait fondé une publication qui était dans la ligne d'Aristide Briand. C'était même un peu une publication officieuse, presque officielle du Quai d'Orsay quand Briand était au ministre des Affaires étrangères. Cette revue s'appelait Notre Temps. Elle a eu des collaborations prestigieuses, notamment Pierre Mendès France. Mais il faut bien dire qu'elle a dérivé à partir du début des années 30 vers un pacifisme qui devenait de plus en plus insoutenable et absurde. Et donc, alors Luchaire, lui, est malheureusement resté fidèle à cette ligne, ce qui l'a conduit pendant la guerre à adopter une ligne collaborationniste à outrance, et qui a précipité sa fin, parce qu'il a été fusillé à la Libération. Donc, Brossolette était très, très lié avec lui. Luchaire était un esprit assez brillant. Mais enfin, Brossolette s'aperçoit dès le début des années 30, que son point de vue est absurde. Et donc, il s'affranchit de cette orbite, de ce journal qui s'appelait donc Notre Temps. Donc, il est donc dans cet état d'esprit au début vers le milieu des années 30, lorsque se produit l'arrivée au pouvoir du Front populaire. Alors, il est naturellement très favorable à cette expérience, puisqu'il a, encore une fois, il a adhéré à la SFIO à la fois par adhésion à ses idées, mais surtout par admiration pour Léon Blum, qui lui a manifesté sa confiance, donc en lui confiant cette rubrique de politique étrangère du populaire. Mais dès que le Front populaire est au pouvoir, et là on retrouve cette indépendance qui est là, en quelque sorte la marque de Pierre Brossolette, dès que le Front populaire arrive aux affaires, il faut dire qu'il a essayé de se présenter il est encore assez jeune, dans sa région familiale, dans l'Aube. Il n'a pas réussi, bon, c'était une sorte de coup d'essai. Et ça explique peut-être pourquoi il n'a pas eu tout de suite, mais enfin il était jeune, pourquoi il n'a pas eu tout de suite des responsabilités. À partir du moment où il n'était pas élu, il était difficile qu'il ait un rôle vraiment politique, et encore moins ministériel. Donc il continue sa carrière de journaliste, et à mesure que l'expérience du Front populaire se déroule, il porte sur elle un regard de plus en plus indépendant, et notamment sur les problèmes de politique étrangère. Alors le grand problème qui se pose, c'est naturellement le problème de la guerre d'Espagne. Et Pierre Brossolette, lui, serait partisan, contrairement à Léon Blum, d'une intervention. Voilà, donc le Front populaire finit par tomber. Il y a un deuxième gouvernement de Léon Blum qui est également renversé en 1938. Et donc, à la suite de ça, succèdent à Léon Blum des différents gouvernements radicaux, celui de Chotan d'abord, et puis ensuite Daladier. Et à mesure que l'entre-deux-guerres se termine, et que ce qu'on appelle les montées des périls se manifestent, et notamment en Allemagne, on voit que la politique française ne change pas, n'évolue pas, et que le danger que représente Hitler, à quelques exceptions près, n'est pas bien perçu. Et Pierre Brossolette, personnellement, s'en désole, et il n'arrête pas de dénoncer dans ses articles, et bientôt à la radio d'ailleurs, parce qu'il va aussi devenir et c'est d'ailleurs ce qui lui vaut
à la veille de la guerre, une certaine notoriété. C'est parce que la radio, évidemment, lui a donné un public auquel il n'avait pas accès uniquement avec ses éditoriaux de politique étrangère. Ça va lui valoir ses positions très très fermes sur à la fois contre le nazisme et contre la ligne trop attentiste. À ses yeux, la politique étrangère française va lui valoir d'ailleurs de sérieux ennuis, puisqu'il va être obligé de quitter notamment cette tribune qu'il avait à la radio, en raison de l'hostilité que lui porte le ministre des Affaires étrangères de l'époque, qui était Georges Bonnet. C'est donc dans ces conditions que la guerre éclate en 1939. Alors, je n'insiste pas sur tout. Il y participe en tant qu'officier, il y participe d'ailleurs très, très vaillamment, il se comporte d'une façon vraiment qu'on peut qualifier d'exemplaire. Et puis, il est, comme tout le monde, surpris par l'armistice. Et cette défaite de la France, qu'il a, même s'il a déploré, là, à travers, comme ça en témoignent tous ces articles avant la guerre, même s'il a déploré la ligne qui, à ses yeux, conduisait inéluctablement à ce résultat, cette défaite de la France a sur lui l'effet d'une sorte de choc moral. On voit très très bien qu'à la suite de l'armistice, de la défaite, il traverse une période très difficile. Et il faut dire aussi que, indépendamment du choc que représente cette défaite, s'ajoutent pour lui des difficultés personnelles, en ce sens qu'il perd naturellement toutes ses collaborations, puisque les journaux auxquels il collabore n'existent plus, ou sont interdits. Et puis, très très vite, alors théoriquement, il pourrait redevenir, il est agrégé d'histoire, il pourrait reprendre une activité dans ce secteur, mais il est touché très vite par les lois de Vichy, il a adhéré à la franc-maçonnerie, et donc il est exclu de ce fait de l'enseignement. Et il a une famille, il n'a pas de fortune, donc il lui faut trouver un moyen d'existence. Et c'est comme ça que dans les semaines qui ont suivi la défaite de 1940, il va se porter acquéreur d'une librairie qui était rue de la Pompe. Et cet homme qui était vraiment destiné à devenir un grand universitaire, un grand journaliste, en est réduit à vendre une activité tout à fait honorable, mais enfin qui n'était pas, évidemment, absolument en rapport avec avec ses ambitions d'avant la guerre. Mais c'est finalement, c'est cette activité de libraire qu'il est obligé d'adopter qui va le conduire peu à peu, tout à fait à la fin de 1940, à faire ses premiers pas dans la résistance. Assez vite, cette librairie devient une sorte de point de rencontre de gens qui commencent à se manifester dans les mouvements. Il y a encore très peu de mouvements de résistance, mais enfin il y a quand même commence à y avoir une certaine activité à la fin de 1940, et cette librairie devient une sorte de plaque tournante. Et c'est dans ces conditions que Pierre Brossolette va être amené à participer aux premières activités de ce qu'on a appelé le réseau du Musée de l'Homme. C'est un réseau où il y a eu des gens comme Jean Cassou. Mais malheureusement, ce réseau du Musée de l'Homme a été très très vite décimé, démantelé, ses membres arrêtés. Et donc, c'est une activité finalement qui n'a pas duré très très longtemps, qui l'a conduit à écrire quelques articles clandestins. Et au fond, la véritable entrée en résistance de Pierre Brossolette va se situer quelques mois plus tard. Et là, nous retrouvons l'histoire du 5e arrondissement, puisque il se trouve qu'au début de l'été de 1941, on lui propose de donner des cours au collège Sévigné, qui est un collège qui ne dépend pas de l'État,
Et donc il va accepter donc, cette mission. Et c'est par l'intermédiaire du collège Sévigné, par l'intermédiaire d'un de ses collègues qui était également enseignant dans ce collège, qu'il va rencontrer ceux qui vont le faire entrer véritablement dans la résistance, et notamment un personnage qui va jouer au début un rôle déterminant dans sa trajectoire, et qui était en tout point son antithèse, qui était le colonel Rémy. Le colonel Rémy venait d'un milieu complètement différent, il était de l'Action française, peut-être même un peu cagoulard. C'était un personnage, il avait fait carrière, il n'était pas du tout universitaire, mais il avait fait carrière, je crois, dans le cinéma, enfin, pas comme acteur, plutôt dans les milieux de producteur. Et c'était au fond, il avait un tempérament d'aventurier, c'était comme la suite d'ailleurs de sa carrière pendant la guerre l'a prouvé. Mais c'était quelqu'un qui était foncièrement maurassien, et il avait donc mis au point une structure qui s'appelait la Confrérie Notre-Dame, et qui était un des premiers réseaux existants à cette époque. Et c'est par l'intermédiaire de ce réseau, par l'intermédiaire du colonel Rémy, donc, qui était vraiment très très éloigné de son orientation politique et idéologique, que Pierre Brossolette va être amené à faire il a fait ses premiers pas dans le cadre du réseau du musée de l'homme. Enfin, encore une fois, ça s'est vite terminé. Et c'est vraiment par l'intermédiaire de la confrérie Notre-Dame et de Rémy qui va vraiment entrer dans cet univers clandestin. Et ça va l'amener assez vite à rédiger des rapports sur l'état des forces politiques qui se réclament de la résistance. Et c'est à ce moment-là qu'il rédige un certain nombre de rapports et où se manifeste à la fois son patriotisme, ses idées, il continue à être un homme de gauche, mais aussi, et c'est ça qui va le caractériser, son ouverture d'esprit, puisque il est amené donc à collaborer avec des gens qui sont en tout point à l'opposé de ses orientations politiques, mais dont il admire malgré tout le patriotisme. Et c'est comme ça donc qu'il rédige ses premiers rapports, et en plaidant, c'est très frappant, dès le départ, pour l'association finalement au sein des forces qui se réclament déjà de la résistance, d'un parti qui sentait le soufre pour beaucoup, qui était le Parti social français, c'est-à-dire le parti du colonel de Larocque. Le colonel de Larocque était un ancien combattant de la Première Guerre mondiale, qui avait créé une structure qui s'appelait les Croix de Feu. Les Croix de Feu qui était un mouvement numériquement très, très, très important, qui a été considéré comme faisant partie des ligues d'extrême droite qui avaient caractérisé l'entre-deux-guerres, mais qui s'en était distingué au moment du 6 février 1934, en ce sens que Larocque avait refusé le coup de force, ce qui avait finalement objectivement sauvé sans doute la Troisième République, puisque étant donné les forces qui étaient derrière Larocque, s'il avait donné le mot d'ordre d'aller jusqu'au bout, il n'est pas sûr que le régime aurait survécu. Donc il s'était donc déjà distingué de ces autres ligues. Et c'est peut-être au fond ce qui a amené Pierre Brossolette, tout opposé qu'il ait été à l'orientation de ce mouvement, à plaider dans ses rapports pour, malgré tout, une sorte d'association visant à tenir compte de cette force qui était numériquement, encore une fois, très importante, puisque, sauf erreur, les Croix de Feu avaient été une dissolution au moment du Front populaire. Le parti a connu une renaissance sous la forme du Parti social français, et ce Parti social français
s'il y avait été, je crois qu'il regroupait plus d'un million d'adhérents. Et beaucoup d'historiens considèrent aujourd'hui que s'il y avait eu des élections à la veille de 1940, il est probable que le Parti social français serait peut-être arrivé au pouvoir par des voies tout à fait légales. Donc c'est clair que c'était quelque chose qui n'était pas du tout négligeable, ça représentait un mouvement qu'on peut situer, qui était caractérisé par une sorte de nationalisme catholique. C'était ça, au fond, la base de la ROC. Et distinct malgré tout de l'action française. Et donc Pierre Brossolette, c'est là où on voit son côté réaliste, part du principe, on voit ça part aussi d'observation sur le terrain, il se rend compte qu'un certain nombre de gens qui se réclament de cette tradition sont malgré tout les patriotes et sont prêts à s'engager dans le combat clandestin. Donc, encore une fois, il rédige un certain nombre de rapports qui vont dans ce sens. Et c'est comme ça, donc, au printemps 1942, il va se trouver, il va se rendre en Angleterre dans des conditions évidemment très difficiles, puisqu'on ne passait pas en Angleterre comme ça. On y passait à bord de petits avions, c'était ce qu'on appelait les Lysander, qui venaient chercher les résistants, qui les ramenaient. Il y avait tout une sorte de trafic entre la France et l'Angleterre. Et il y a d'ailleurs, à la veille du départ, les choses ont failli mal tourner du fait de ce fameux colonel Rémy, qui était un personnage assez flamboyant, et qui avait décidé, avant le départ de Pierre Brossolette, de célébrer l'événement par un dîner chez Prunier. Il avait dit, donc vous allez venir avec votre famille, etc. Alors, Pierre Brossolette a accepté l'invitation, et à sa stupeur, alors qu'il y avait des Allemands dans toute la salle, il dit devant tout le monde, cher ami, lorsque vous serez à Londres dans quelques heures, chose comme ça. Alors évidemment, c'était la stupeur, et on s'est demandé si les choses n'allaient pas en rester là. Miraculeusement, ça n'a pas eu de conséquences, mais enfin, la famille de Pierre Brossolette a très peu apprécié, évidemment, cette sortie qui était, pour le moins, imprudente de Rémy. En tout cas, donc, Pierre Brossolette arrive à Londres. Là, il va subir le traitement qui est réservé à tous les gens qui arrivent, c'est-à-dire qu'il est une sorte de débriefing, enfin, et il va, au terme de ces opérations, il va être mis en contact avec quelqu'un qui peut jouer dans le reste de sa carrière, de son destin, un grand rôle, qui est le colonel Passy. Passy était un polytechnicien, était rallié à De Gaulle dès juin 1940, et qui était devenu le chef du service secret de la France libre. C'était un personnage assez impressionnant, et il n'y a aucun doute que la rencontre de Passy et de Brossolette a été vraiment il y a eu la rencontre de deux personnalités, et je me souviens, j'ai connu un peu Passy à la fin de sa vie, quand il parlait de Brossolette, c'était pourtant un homme assez froid et flegmatique, il avait vraiment les larmes aux yeux. Enfin, il disait qu'on comprenait finalement que la personnalité de Brossolette l'avait presque plus impressionné que celle de De Gaulle. Donc ça peut paraître bizarre, mais enfin en tout cas il avait ressenti ça comme ça. Enfin il y a eu en tout cas une sympathie immédiate entre eux. Et donc Brossolette, durant toute la durée de son séjour à Londres, va être de plus en plus associé à l'activité donc, des services de Passy. Alors au bout donc il continue à donner des renseignements, à établir des rapports sur ce qu'il a vu de l'état des forces politiques, de la résistance naissante en France occupée. Et donc il revient aussi de façon clandestine en France, où sa famille d'ailleurs a été éprouvée, non pas du fait de l'imprudence de Rémy, mais il y a eu une descente de police allemande à son domicile,
Et ses enfants ont échappé, enfin, sa femme et ses enfants ont échappé de très peu une arrestation. Son fils a été arrêté par la police allemande pendant plusieurs heures, ce qui lui vaudra d'ailleurs d'être, après la guerre, le plus jeune médaillé de la résistance, ce qu'il est, je crois, toujours. Et donc, Pierre Brossolette revient à Paris. Il y a donc des allées et venues avec Londres. Puis il faut dire à ce moment-là, on est fin 1942, donc il y a le débarquement allié en Afrique du Nord. Le cours de la guerre évolue considérablement. À partir du débarquement allié en Afrique du Nord, on peut considérer que la perspective quand même d'une victoire de l'Axe s'éloigne. Et à ce moment-là, les progrès de la résistance aussi commencent à se manifester en France. Et donc, Pierre Brossolette, c'est à l'automne 1942, s'illustre à Londres en ramenant à Londres il a toujours l'idée qu'il a développé dans ses rapports d'associer cette force de droite, on peut dire, de la résistance, qui est le Parti social français. Et donc il revient à Londres avec Charles Valin, qui était député de Paris, et qui était au fond le second de la route. Alors Charles Valin s'était engagé avec Vichy au départ, avant de s'apercevoir qu'il faisait fausse route et de faire complètement machine arrière. Donc Brossolette et Valin arrivent à Londres ensemble, et l'idée de Brossolette était au fond que Valin soit associé immédiatement aux structures de la France libre, avec un rôle assez éminent. Et c'est une opération qui va échouer. Valin est évidemment très très mal accueilli, parce qu'on lui reproche le bout de chemin qu'il a fait avec Vichy. On lui reproche surtout d'être l'adjoint parce qu'il est ce qu'il est, c'est-à-dire ses orientations, le rôle qu'il a eu auprès de la ROC. Et le procès qu'on fait à Valin retentit sur Pierre Brossolette, qui est convoqué en quelque sorte au sein d'une structure qui rassemble, qui s'appelle le groupe Jean Jaurès, qui rassemble les hommes de gauche, disons, qui sont à Londres, mais qui ont pour caractéristique d'être pour la plupart extrêmement anti-gaullistes. Il y a tout un groupe qui se caractérise par une fidélité assez très grande au principe de la Troisième République, qui voit De Gaulle avec méfiance, parce qu'on le soupçonne justement de venir d'un milieu de droite, ce qui est vrai d'ailleurs, De Gaulle ne venait pas d'un milieu de gauche. Et donc, De Gaulle, quelle que soit son activité, ses orientations suscitent beaucoup de résistance. Il n'a pas la même culture, évidemment, c'est pas un républicain selon les normes de la Troisième République, de la fin de la Troisième République. Et donc Brossolette va être en quelque sorte convoqué par ce groupe Jean Jaurès, où on lui fait, quand on relit les débats au cours desquels il a tenté de défendre sa position sur l'inclusion de Valin, on se rend compte qu'il a vraiment été l'objet d'une sorte de procès. Et il a perdu, il faut bien dire. Il n'a pas réussi à imposer Valin. Et le général de Gaulle, voyant qu'il allait au-devant de difficultés, a fini par trouver une solution en chargeant Valin d'une mission dans l'Empire. En fait, il n'a pas eu du tout la place au sein des structures de la France libre que Pierre Brossolette souhaitait au départ. Alors ça n'empêche pas Brossolette de continuer à jouer un rôle important au sein de la France libre. Et c'est comme cela, c'est dans ces conditions qu'au début du printemps, fin d'hiver exactement, 1943, il va se trouver amené à assumer une mission en France, une mission qui est très connue dans l'histoire de la résistance, sous le nom de mission Arquebus-Brumaire,
Arquebus Brumaire, Arquebus c'était le pseudonyme de Passy, qui était associé à cette mission, et Brumaire c'était son propre pseudonyme. Alors leur mission est de venir, c'est une mission évidemment très périlleuse, puisqu'il s'agissait de venir clandestinement en France occupée, pour faire une sorte d'état des réseaux, des forces politiques, de ce que nous pouvions faire, des possibilités d'union. Et donc, c'est une action qui se passe à Paris, en plein Paris occupé, dans la clandestinité. Et l'affaire se complique encore dans la mesure où le général de Gaulle a nommé Jean Moulin pour nous chapeauter en quelque sorte l'ensemble. Donc, la situation de Brossolette est dès le départ très, très inconfortable, très ambiguë, puisqu'il se trouve pratiquement, objectivement, en conflit avec Jean Moulin, qui lui, évidemment, voudrait étendre son activité sur les deux zones. On n'entrera pas ici dans le détail de cette mission Arquebus-Brumaire parce que ça nous entraînerait trop loin. C'est quelque chose d'assez compliqué. Ce qu'on peut dire, c'est que le fond du problème, enfin ce qui va séparer, ce qui va provoquer l'antagonisme bien connu maintenant entre Brossolette et Moulin, c'est essentiellement le rôle des partis politiques, le rôle que seront appelés à jouer ou non les partis politiques au sein de ce qui va être le Conseil national de la résistance. Schématiquement, on peut dire que Moulin est partisan, Moulin qui est un radical, lui, radical de gauche. Il a un peu le même itinéraire, il vient un peu d'un milieu similaire à celui de Brossolette, avec un tempérament différent. Et c'est quelqu'un qui est très attaché à la tradition de la Troisième République, et aux structures partisanes aussi. Donc il plaide avec beaucoup de force pour une association des anciens partis de la Troisième République au sein du Conseil national de la résistance, alors que Brossolette a développé toute une réflexion depuis l'armistice qui l'a conduit à devenir de plus en plus sévère à l'égard des forces politiques, y compris la force politique dont il venait, c'est-à-dire la gauche socialiste, qui porte un regard assez sévère sur toutes ces familles politiques. Et au fond, son grand espoir, c'est que cet élan qui se manifeste au sein de la résistance débouche sur une sorte de renouveau autour du général de Gaulle, et un élan qui, pour lui, doit régénérer la vie politique. Et on pourrait dire que c'est un petit peu, ce ne sera pas d'anticipation, un peu comme peut-être ce qui vient de se passer ici. Donc il s'agit d'un vrai conflit entre deux personnalités très fortes. Alors ça va donner lieu à des affrontements terribles en plein Paris. Il y a des scènes absolument inimaginables qui se déroulent au bois de Boulogne, qui vont jusqu'à presque un affrontement physique sous le nez des Allemands d'ailleurs. Enfin, c'est proprement incroyable ce qui se passe à ce moment-là entre ces deux hommes. Ce qui va évidemment plaider en faveur de Jean Moulin, c'est le fait qu'à ce moment-là, le général de Gaulle, qui est près d'arriver à Alger, où va se produire la jonction avec Giraud, de Gaulle a besoin, il est toujours soupçonné jusque-là d'abord par la gauche, les hommes de gauche qui l'entourent à Londres, et puis par les Alliés, surtout les Américains. Il est soupçonné d'être une sorte d'apprenti dictateur, on lui reproche d'abord d'être général, ce qui ne plaît pas en sa faveur dans ce milieu-là, et puis d'incarner quelque chose de tendance assez autoritaire. Donc, pour imposer son autorité, il va avoir besoin de s'appuyer, au contraire, sur les partis politiques de la Troisième République. Et c'est ce que va lui apporter, au fond, Jean Moulin.
à travers le Conseil national de la résistance. Donc on aboutit à ce résultat. C'est paradoxal que De Gaulle, qui était certainement au fond d'accord sur le fond avec Pierre Brossolette, sur l'analyse, et qui partageait certainement sa sévérité à l'égard des forces politiques de la Troisième République, par raison, finalement, va se rallier plutôt au point de vue de Jean Moulin, et c'est comme ça, donc... alors, bon, les choses sont quand même plus compliquées, en ce sens que la mission de Pierre Brossolette et de Passy a joué aussi quand même un rôle important dans il faut le souligner, dans la constitution de ce qui est devenu le Conseil national de la résistance. Enfin, les choses ne sont pas aussi schématiques. Enfin, disons quand même que c'est le point de vue de Moulin qui malgré tout l'emporte. Et ça va évidemment placer Pierre Brossolette dans une position marginale. D'autant plus que son caractère très entier, ce caractère qu'il a manifesté dès avant la guerre, notamment par ses articles de politique étrangère, ce caractère n'a cessé de se développer, mais enfin, il est resté ce qu'il est. Et c'est quelqu'un qui a l'habitude de dire la vérité, sans prendre beaucoup de précautions. Et c'est dans ces conditions qu'il a écrit tout exactement quelques mois plus tôt, à la suite de l'échec de la mission, de la mission au cours de laquelle il a essayé de faire venir Valin au sein de la France libre. Il a écrit une lettre au général de Gaulle, une lettre d'ailleurs qu'il lui a envoyée en ne respectant pas la voie hiérarchique, une lettre personnelle, une lettre absolument qui est, enfin je ne peux pas la lire en entier parce qu'elle est très longue, mais qui est une lettre absolument incroyable, dans laquelle une lettre magnifique, dans laquelle il lui dit évidemment toute son admiration pour ce qu'il a fait, mais il lui dit aussi qu'il est un homme qui est trop autoritaire, qui n'écoute rien, et évidemment, De Gaulle n'a pas l'habitude d'être traité comme ça. Alors, on lui attribue un mot, ceux qui me servent, je les méprise. Quant à ceux qui me s'opposent à moi, je ne peux pas les supporter. Bon, c'est peut-être un peu caricatural, mais il y a quand même... on peut dire qu'à la suite de la réception de cette lettre, le général, intellectuellement, a sans doute eu beaucoup de sympathie pour Brossolette, tout en s'en méfiant de plus en plus, parce qu'au fond, c'était quand même, De Gaulle, on l'oublie souvent, était quand même un militaire, et quelqu'un comme Moulin, justement, qui était un préfet, lui, il arrivait à le mettre dans une case. Enfin, pour lui, c'était un personnage identifiable. Brossolette, au fond, pour lui, faisait figure certainement un peu d'électron libre, qu'il avait du mal à contrôler. Alors, il était très attaché au fait d'être obéi à la lettre. Donc il y avait certainement dans l'esprit du général un mélange, encore une fois, d'admiration à l'égard des dons de Brossolette, de son courage, et de méfiance. Et ça va expliquer tout ce qui va se produire, donc à la suite de la disparition de Jean Moulin, dans les circonstances que vous connaissez, tragiques. Théoriquement, Brossolette avait tout en main pour succéder à Jean Moulin. Or, ça ne va pas se faire. Il faut bien dire d'ailleurs qu'après l'arrestation de Jean Moulin, De Gaulle a moins besoin d'ailleurs de s'appuyer sur la résistance intérieure, notamment auprès des Alliés. Et donc il intervient en fait assez peu dans le choix des successeurs de Jean Moulin. Et c'est comme ça, donc Brossolette va se trouver un peu marginalisé au sein de la France libre par ses prises de position, mais il est toujours aussi bouillant, aussi désireux de servir, et c'est comme ça que fin 1943, il va demander au général de Gaulle de l'envoyer pour une autre mission en France occupée. Donc, il arrive fin 1943, et son rôle est officiellement de doubler en quelque sorte le préfet Bollard qui a succédé à Jean Moulin. Bollard est un préfet qui est un ami d'Édouard Herriot, qui vient du radicalisme. C'est un homme très estimable, mais enfin évidemment qui ignore toute la clandestinité, qui est
c'est-à-dire qui débarque complètement, qui a besoin d'être piloté. Donc, Brossolette, dans la clandestinité, avec lui, essaye tant bien que mal de le diriger, enfin je résume. Et c'est à ce moment-là que s'accuse, parce que ça s'est déjà manifesté auparavant, la méfiance de plus en plus forte que Brossolette, donc il reste un homme de gauche, porte aux communistes qui sont de plus en plus importants au sein de la résistance. Et on sent dans tout ce qu'il écrit, dans ses prises de position à ce moment-là, qu'il redoute une sorte de prise de contrôle du Parti communiste sur la résistance. Il faut dire que lui-même a beaucoup évolué, et on sait que au cours de ces semaines, de ces mois durant lesquels il mène ce combat clandestin, il reste un homme de pensée, et il écrit un manuscrit qui malheureusement a été perdu, j'y viendrai tout à l'heure, qui est une sorte d'essai, de réflexion sur la politique, et plus particulièrement sur le socialisme auquel il a adhéré. Et d'après les fragments qui ont pu être conservés de ce manuscrit, ce qui est assez manifeste, c'est que Brossolette, qui n'avait jamais été d'ailleurs vraiment marxiste, évolue au fond de plus en plus vers ce qu'on pourrait appeler une sorte de travaillisme à la française. C'est quelque chose d'assez manifeste, avec tout ce qu'elle suppose évidemment de méfiance à l'égard d'un parti comme le Parti communiste. Et puis, au bout de quelques semaines, Brossolette doit théoriquement rentrer en Angleterre, et puis là, il y a un engrenage qui commence à se mettre en place, un engrenage tragique. Le mauvais temps ne permet pas le décollage des avions, etc. Et finalement, Brossolette était obligé de prendre un bateau pour essayer de regagner l'Angleterre. Et ce bateau, d'ailleurs, il porte un nom tragiquement prédestiné, il s'appelle le Jouet des flots. En réalité, c'était un vieux rafio qui est en très mauvais état. En plus, lorsque Brossolette, avec ses compagnons de voyage, s'embarque à bord de ce bateau sur les côtes bretonnes, du côté d'Audierne, le temps est très, très mauvais, une tempête se déclare, et finalement le bateau est brossé vers la côte. Les passagers ont le temps de s'échapper. Brossolette et Bollert arrivent en bénéficiant de concours de résistance sur le plan local, arrivent à continuer leur activité, arrivent à échapper à la surveillance des Allemands. Et puis, à un moment, il y a tout de même ils sont arrêtés, ils présentent de faux papiers d'identité. Brossolette est théoriquement un représentant de commerce qui est en mission. Et apparemment tout va bien, sauf que le fonctionnaire allemand s'aperçoit qu'ils n'ont pas le permis qui leur permet de séjourner sur la zone côtière. Donc ça les conduit à être arrêtés. Et au début, Brossolette n'est absolument pas identifié. Donc il va se trouver prisonnier à la prison de Rennes, où il va rester plusieurs jours, plusieurs semaines même. Et puis un beau jour, il est extrait de cette prison par le chef de la Gestapo, et qui lui signifie qu'il a été identifié et qu'il pensait qu'il est Pierre Brossolette, etc. Donc il est emmené à Paris, donc au mois de mars 1944, et c'est là qu'il est torturé dans les locaux de la Gestapo à Knufosch, et il est torturé plusieurs jours, et finalement qui se suicide donc en sautant par la fenêtre, profitant d'un moment d'inattention de son gardien.
Alors, si j'ai pu apporter peut-être quelque chose de nouveau dans ce livre, c'est peut-être justement sur cet épisode. On a dit pendant très longtemps que Pierre Brossolette avait été identifié par le fait qu'il avait une sorte d'anomalie génétique, enfin, il avait une sorte une mèche blanche. C'était quelqu'un qui était un type un peu espagnol. L'un de ses pseudonymes dans la résistance était Pedro. Mais il avait une mèche blanche sur le front, et naturellement, en captivité, il ne peut plus l'atteindre, donc elle a réapparu. Mais en réalité, ce n'est pas du tout ça qui s'est passé, et on sait maintenant, et j'ai pu m'appuyer sur un témoignage de quelqu'un qui l'a rencontré et qui vit toujours d'ailleurs, qui l'a rencontré dans la prison où il avait été extrait entre deux interrogatoires, et qui avait été en contact avec lui précédemment, et Brossolette lui a dit très clairement ce qui s'était passé, c'est-à-dire qu'il s'est malheureusement produit, semble-t-il, une imprudence, en ce sens que la délégation de la résistance à Paris a envoyé un message qui était à moitié en clair à Londres, faisant état de ce qui était arrivé à Brossolette et à Bollaert, et ce message a été intercepté par les Allemands qui ont ainsi pu... Et on a la preuve de on a la preuve que cette hypothèse est, semble-t-il, la bonne, puisque si vous regardez le livre comme Gilberte Pierre Brossolette, qui est venue après la guerre, qui a fait une carrière politique à la suite et qui est devenue vice-présidente du Sénat, Gilberte Pierre Brossolette a écrit un livre, et dans lequel elle avance cette hypothèse. Qui pourrait être plus qu'une hypothèse. Et si on va voir d'ailleurs le dossier de Pierre Brossolette lors de la Libération, on s'aperçoit aussi que c'est bien cette imprudence qui est retenue, non pas l'histoire de la mèche. Voilà. Donc, ce sont on sait que pendant la guerre, il y a eu un certain nombre d'épisodes comme ça, et en tout cas, c'est évidemment une mort tragique qui a mis fin à une destinée magnifique. Pierre Brossolette est certainement l'un des personnages les plus brillants, non seulement de la résistance, mais on peut dire même de sa génération. Et il n'y a aucun doute que s'il n'avait pas été reconnu, torturé, et s'il n'était pas suicidé, il aurait certainement été amené à jouer un très grand rôle dans la France de l'après-guerre. Alors comment, ça c'est difficile à dire, parce qu'il y avait un tempérament, encore une fois, qui n'était pas facile, et il est certain en tout cas qu'il aurait continué à marquer son époque. En tout cas, je crois qu'il est vraiment justice qu'il ait été... que ses mérites aient été enfin reconnus et qui repose donc depuis 2 ans au Panthéon. Il repose auprès de Jean Moulin. Certains s'en sont étonnés, mais enfin, après tout, quand on regarde les choses avec un petit peu de hauteur, on s'aperçoit quand même qu'ils allaient dans la même direction. Et après tout, il y a d'autres esprits qui ne s'aimaient pas beaucoup, Voltaire et Rousseau, qui cohabitent aussi dans ce Panthéon. Voilà, je vous remercie. Le destin tragique de cet homme très exigeant, lucide, et qui a, pensé la reconstruction de la France après la libération de façon assez originale. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser à M. Ressel, s'il fera plaisir de vous répondre. Oui, monsieur. Existe-t-il un livre qui fait une compilation de tous les rapports que M. Brossolette aurait pu écrire? Oui, il y a un livre qui a été publié par un universitaire qui a écrit une thèse, et puis un livre, qui est Guillaume Piketty. Guillaume Piketty a publié un livre très, très bien fait aux éditions des Jacob, tout près d'ici, qui s'appelle, sauf erreur, Résistance. Et où il y a non pas l'intégralité des
rapports, enfin le plus grand nombre, et beaucoup de textes, c'est un volume très précieux, oui. Ça a été publié il y a une quinzaine d'années peut-être. Oui. Vous n'avez pas d'autres questions? Oui, voilà. De quoi a vécu sa famille, puisque lui était parti, officiellement il était libraire? Oui, bah, il y avait quand même cette... vous savez, il vivait d'une façon modeste, mais il y avait tout de même cette librairie. Et puis alors, à partir d'un certain moment, ils sont passés en... oui, ça j'ai oublié de dire, parce que je n'ai pas pu tout... Ils sont passés en Angleterre. Clandestinement, ça a été d'ailleurs une équipée absolument incroyable par le sud de la France. Mais ils ont fini par rejoindre à partir de 1943. Ils étaient en Angleterre. Donc le problème ne se posait plus. Ou autrement, en tout cas. Je voulais revenir sur Pierre Brossolette des années 30. C'était un homme très isolé, c'est un des rares intellectuels, journalistes à désigner l'Allemagne nazie comme le danger principal. À l'époque où toute l'intelligentsia, une bonne partie des journalistes, au contraire, n'avaient pas cette analyse-là. Est-ce que Pierre Brossolette a théorisé, a réfléchi sur les raisons de cet isolement qui a fait que cette tragédie des relations internationales, l'abandon de l'Espagne, l'abandon de la Tchécoslovaquie, et tout ce qui en est suivi, et peut-être dans ces années-là? Oui, il y avait quand même un certain nombre de gens qui, on ne peut pas dire que c'était complètement, que tout le monde était aveugle. La montée d'Hitler a quand même... mais ce qui est vrai, c'est qu'il y avait un pacifisme très très fort, dont on a oublié finalement la force, et qui tétanisait beaucoup de responsables français et même d'intellectuels. Par exemple, quand on lit je relisais l'autre jour, pour autre chose, les mémoires de Raymond Aron. Raymond Aron, tant que juif, lui, dit qu'il a fait un séjour à Berlin peu après l'arrivée au pouvoir d'Hitler. Bon, il a constaté évidemment des choses qui ne lui plaisaient pas du tout, mais il dit qu'objectivement, il n'a pas deviné ce qui allait se passer. Il n'a pas... Alors, Pierre Brossolette n'a pas non plus... Il y avait des choses qui étaient absolument impensables, soit les camps de la mort, etc. Bon, ça, personne ne l'avait imaginé quand Hitler est arrivé. Mais enfin, tout le reste, si j'ose dire, c'était quand même assez prévisible. Mais il y avait une sorte de voile qui empêchait... il y avait à la fois ce voile intervenait à gauche, parce que c'était, au fond, le pacifisme était une sorte de ciment, ça peut se comprendre, après le drame qui avait été la Première Guerre mondiale, les gens qui se réclamaient des Lumières, de la gauche, essayaient de rester fidèles à un idéal de paix, ils s'accrochaient à ça d'une façon qui, pour certains, est devenue absolument déraisonnable, évidemment. Mais enfin, bon, c'était quand même ce qui était le ciment, finalement, Et puis à droite, il faut bien dire aussi que ça aboutissait un peu au même résultat, parce qu'il y avait une sorte de cécité vis-à-vis de l'Allemagne, qu'on voyait de ce côté-là plutôt comme une sorte de rempart contre le communisme. C'était de plus en plus. Donc c'était... Et puis même le fascisme, au fond, n'était pas du tout perçu comme on le croit. Même au départ, Mussolini a bénéficié de quelqu'un comme Churchill l'admirait. Avant la guerre, il y a Mussolini n'était pas le paria qu'il est devenu pendant la guerre quand il s'est allié complètement avec Hitler. Donc il y avait encore une fois, ce qui a caractérisé Brossolette, c'est cette double analyse, à la fois sur le national-socialisme et sur la Russie soviétique, comme aurait dit De Gaulle, et dont il avait bien vu à la fois l'échec prévisible et le caractère absolument inhumain. Et ça, je crois que c'est vraiment quelque chose, effectivement, qui le distingue et qui, malheureusement, l'a isolé, oui. Ça lui venait de ses racines paysannes.
Paysanne, oui, on peut le considérer comme ça, mais ça venait surtout, je pense que c'était quelqu'un qui était très intelligent, enfin, qui se livrait à une analyse très intelligente et très lucide. Et il n'avait pas besoin, au fond, d'aller sur place pour se rendre compte, pour voir où tout cela conduisait. Ces articles de politique étrangère sont vraiment très... Ils mériteraient d'être... on devrait en faire on a vu on ne peut pas tout publier, mais enfin, on pourrait en faire un choix qui serait très, très intéressant. Et comment est-ce qu'il avait réagi à Munich? Ah oui, bah ça j'ai oublié lui, pardon, je n'ai pas pu tout dire. Non, il a été hostile à Munich pratiquement dès que ça s'est produit, quoi. Oui. C'est même ce qui a motivé sa rupture, au fond, avec des radicaux comme Georges Bonnet. Quand Daladier est revenu de Munich, évidemment, il était consterné. Oui, monsieur. Vous avez évoqué Georges Bidault tout à l'heure. Oui. Quel était le rapport de Brossolette avec Georges Bidault et quel était le positionnement de Georges Bidault dans la résistance à l'Union? Bidault, je ne sais pas s'ils ont eu des rapports très, très étroits. En tout cas, on peut dire que ça n'avait pas très bien commencé entre eux, puisque Bidault lui avait ravi le poste. Il était devenu premier de l'agrégation d'histoire, parce que Brossolette avait manifesté une certaine indépendance en condamnant le sujet qui lui était proposé. Donc c'était peut-être un départ, évidemment, un peu de relation un peu difficile. Donc plus sérieusement, c'était des gens qui venaient d'horizons différents. Bidault était un démocrate chrétien, qui était très... c'était pas exactement la même vision. Et puis Bidault, je connais moins bien son itinéraire, mais Bidault, me semble-t-il, au moment de l'affrontement entre Brossolette et Moulin, Bidault jouait un rôle assez important auprès de Moulin et objectivement très, très défavorable à Brossolette, sur lequel il avait une analyse très, très fausse, à mon avis. On lui prétend En gros, il le traitait d'aventurier, il disait que c'était quelqu'un de très brillant, il a eu le mérite de manifester sa lucidité avant la guerre, enfin c'est un ambitieux qui veut se... C'est ça qu'on reprochait beaucoup à Brossolette, au fond ce qu'il était, c'est-à-dire c'était un personnage vif argent, enfin, c'était quelqu'un d'extrêmement brillant, et qui pouvait peut-être être quelquefois blessant il avait, semble-t-il, une certaine conscience de sa supériorité intellectuelle, et peut-être que les autres le ressentaient, donc ça ne facilitait pas non plus toujours ses observations. Il avait à la fois ce caractère entier et cette supériorité qui était manifeste, donc évidemment ça l'isolait un peu. Vous remercier donc une dernière fois M. Roussel. Simplement, avant de disperser, deux petites informations relatives à l'association pour vous annoncer que l'Assemblée Générale aura lieu, attention, fin janvier 2018, contrairement à l'habitude. Vous serez de toute façon informés, convoqués, pas de problème. Et deuxième chose, si vous voulez des informations sur l'association, je vous invite à aller sur le nouveau site de l'association, dont l'adresse a été mentionnée dans le PowerPoint qui a défilé avant la conférence. Et là, vous aurez un maximum d'informations. Donc, n'hésitez pas à consulter ce nouveau site. Merci beaucoup de votre présence. Voilà, merci.